Pavel Zdoukoui, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être l'invité cette semaine de Dimanche Politique. Comment ça va votre chaudron politique à vous? J'ai presque envie de dire, on est plus fort que jamais. Sans paraphraser, bien entendu, un certain Paul Béranger. Non, on est dans le paysage politique, dans la durée, on s'est inscrit dans la durée. Voilà. Maintenant, la difficulté, Maurice manque en démocratie, c'est très difficile pour se faire entendre. Mais ce que nous avons, c'est une constante, une ligne de conduite et des idées fortes. C'est ça la marque de fabrique du RCP, aujourd'hui, bien entendu, présidé par Pat Maoutiana. Donc, est-ce que j'ai pu comprendre que ceux qui étaient là il y a 10 ans de cela sont actuellement à Maurice? C'est une réunion de préparation ou c'est une coïncidence de calendrier de congé? J'ai entendu Shabana sur Radio One, Padma qui fait le va-et-vient depuis quelque temps à Maurice, et vous-même, vous n'êtes pas trop souvent à Maurice. Donc c'est un calendrier croisé ou bien vous êtes là en train de préparer quelque chose? Je crois qu'on s'était donné rendez-vous dans 10 ans. Comme Bruel. Voilà, exactement. Et ça, c'est fait. Oui, je ne suis pas à Maurice, mais il y a eu le confinement, la pandémie, donc ce qui a ralenti. Sinon, en général, je suis assez présent à Maurice. On est là, on est tous là, l'aventure continue, et peut-être de la manière la plus belle. Mais surtout, on a démontré que le RCP, vu qu'il s'est inscrit dans la durée, on doit compter avec. En tout cas, la voix du RCP se fait entendre, s'entend aussi, parce que souvent, on a l'impression que les uns et les autres nous écoutent. Nos idées sont souvent reprises aussi. Donc voilà, on est là. Est-ce que vous avez fait un bilan 10 ans après, 10 ans, je me rappelle encore la première fois que nous sommes rencontrés, c'était à l'hôtel Le Saint-Georges à Pauli, vous lancez le SCP dans une certaine configuration. Est-ce que lors de vos rencontres avec vos- votre équipe de base, les membres fondateurs, vous avez fait un bilan des 10 ans d'activité politique à Maurice? Alors le bilan, on le fait pratiquement, je pense, quotidiennement. On se pose toujours, on s'interroge toujours sur voilà, nos réussites, nos échecs, les difficultés surtout. Mais on continue là, voilà. Et surtout, lorsqu'on regarde ce qu'on avait dit au moment du lancement du parti, les idées émises à ce moment-là, et ce qu'on aurait dû dire, et comment l'État ce qu'il aurait osé finalement, rien ne bouge, il n'y a pas une institution qui fonctionne. C'était les thèmes phares du RCP. Des fois, je m'amuse à relire le programme du SCP au moment des élections, que ce soit 2014 ou sinon 2019, on voit bien que ces idées-là, si on les avait mises à exécution, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est un fait. Nous avons parlé d'Agalega, c'est pas aujourd'hui qu'on parle d'Agalega, on en parlait déjà en 2014, notamment au moment du lancement. En 2019, c'est un point fort du programme. Le fonctionnement des institutions, il n'y a que nous. J'ai presque envie de mettre les uns et les autres au défi, qui avaient un programme sur le fonctionnement des institutions aux dernières élections. Mais Personne. tout le monde en avait. On parlait des CAC, on parlait de crimes financiers, on va les revoir à droite et à gauche. Alors, je me souviens parfaitement de la phrase de Paul Béranger qui disait, à qui on reprochait d'ailleurs à ce moment-là de ne pas avoir de programme. Parce que le programme, ils l'ont fait au dernier moment, à la veille des élections, à quelques jours du scrutin. Et il a sorti cette phrase, on va remplacer l'ICAC, par un autre ICAC. Alors si c'est ça un programme, je crois que c'est un peu de la foutaise. Il faut savoir que l'ICAC, ce n'est pas une institution, il y a un cadre de loi, il y a comment son directeur, il y a le comité parlementaire aussi qui a sa main sur le côté, on va dire, administratif de l'ICAC. Donc on ne peut pas changer d'ICAC par l'ICAC du jour au lendemain. Non, ça c'était la proposition de Paul Béranger qui, à mon sens, est infiniment ridicule
de proposer, alors qu'il y a des scandales, des crimes économiques au quotidien dans ce pays, de dire on va remplacer l'ICAC par l'ICAC, par un autre ICAC. Je veux dire, c'est un non-sens total. Il faut quelque chose de plus réfléchi, de plus technique. Et ça, hélas, je pense, nous avons été les seuls à pouvoir venir avec un programme détaillé en la matière. Quelles sont vos propositions dans ce... Alors, pour les crimes économiques, les CAC, non pas la corruption, crime économique, je sais, il y a d'autres instances qui s'occupent de ça. Non. Nous, notre proposition, c'était d'abord de revoir l'ensemble des crimes économiques. Parce que les CAC, c'est la corruption, trafic d'influence, conflit d'intérêts, des petits trucs. Nous, c'était de dire, voilà, il faut une instance globale pour les crimes économiques, premièrement. Deuxièmement, il faudrait recenser tous les crimes économiques. Pas simplement 3, il y en a plein qui ne sont pas répertoriés à Maurice, qui ne sont pas inconnus. L'emploi fictif, par exemple. L'emploi fictif, est-ce que c'est un délit, c'est un crime économique à Maurice? Non. La réponse est non. Et il y en a partout. Sans citer de nom. Le ministre Mentor. Alors dis-moi, c'était quoi son ministère? Mentor? Où ça se trouvait? C'était quoi le personnel? C'était quoi le permanent secretary du ministère Mentor? Voilà, l'autre là qui avait occupé dans le temps, qui était conseiller du Premier ministre en matière du désarmement, est-ce que c'était un emploi Béranger, encore une fois, vous êtes très très Béranger ce matin. Hein? Alors lui, à un moment, j'en ferai le bilan, parce que l'ICAC, c'est lui, le speaker non élu, c'est lui. Pas trop lui, hein, parce que... Avec, toujours, c'est sa majorité, en alliance avec le président là, qui n'a aucun pouvoir, qui sort de nulle part, qui n'est pas démocratiquement élu, qui n'a aucune autorité. Je pourrais en parler si vous le souhaitez. C'est qui encore? Toutes ces dérives institutionnelles, il y a la main d'un homme dedans, et c'est Paul Béranger. On ne peut pas tout mettre sur... C'est un programme, il était en partenariat. On ne peut pas dire qu'il n'y a que lui. Là, je ne dis pas qu'il n'y a que lui. Je ne défends pas Paul Béranger, mais il y avait à une époque, pour l'expliquer, c'était les partis... Avec un MMM en 1996. Et pour le président... Oui, non, mais lorsqu'on prétend... On ne peut pas mettre un dénominateur parce que les MMM étaient dans le gouvernement. Il y avait d'autres partenaires qui ont dit oui, eux aussi. Non, ils ont une certaine responsabilité. Il y a un parti politique, le MMM, qui prétend être le grand défenseur des institutions. Alors, à son avantage, à sa décharge, je dirais effectivement, le MMM a fait une réforme extraordinaire en 1982 sur... l'obligation d'organiser les élections législatives au moins tous les 5 ans. Voilà. Après, les autres réformes, c'est autre chose. Là, ils ont joué du Lego avec les institutions et nous en sommes là. Le speaker qui est en train d'expulser les uns et les autres, pourquoi il expulse les speakers? Les institutions, c'est pas un jeu de Lego. On prend la roue, on le met en haut de la voiture. Ça, c'est du Lego. On ne fait pas ça avec les institutions. Alors, quand ils ont eu l'idée, par exemple, de dire, nous, à Maurice, on n'a pas besoin d'un speaker du président de l'Assemblée nationale qui soit élu, chose qui n'existe nulle part ailleurs, et le résultat, ça donne quoi? Le speaker qui n'est pas un élu et qui ne fait pas partie de l'Assemblée nationale, hein, lorsqu'on lit la Constitution dit bien, l'Assemblée nationale est composée des députés. Donc le speaker qui n'est pas député lui-même ne fait pas partie de l'Assemblée nationale. Et lorsqu'on a eu cette idée, le MMM et Navin Ramgoolam, donc Paul Béranger et Navin Ramgoolam ensemble qui font cette révision constitutionnelle, le speaker il n'a pas d'autorité, il n'est pas élu, il n'a pas l'autorité démocratique. Il est là, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme un maître dans une classe qui n'a pas d'autorité sur ses élèves. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que sanctionner. Dans la classe, expulsion, arrest comme on dit, l'école, ainsi de suite. C'est ce qu'il fait. Mais ça, ils n'ont pas pu imaginer. Il a voulu la présidence de la République. Alors, on a fait une République sans faire de la République. On a simplement enlevé le gouverneur général pour le remplacer par le président. Alors, le vice-président. Oui, mais ça a créé un déséquilibre énorme. Pourquoi? Avant, le gouverneur général, c'était le représentant de la reine, qui était chef de l'État de Maurice. La reine, c'est l'histoire. La reine, la monarchie britannique, c'est depuis au moins 1066. C'est ça l'autorité de la reine. Lorsqu'on le remplace
par quelqu'un que le Premier ministre nomme en toute discrétion, et je dis bien nommé, parce que le président n'est pas élu, il choisit quelqu'un de son camp qui lui est soumis complètement, donc qui n'incarne pas les fonctions de président de la République, nous en sommes là aujourd'hui. Et ça crée un déséquilibre institutionnel. Je peux continuer, moi, la liste. L'ICAC, il y avait l'ECHO. L'ECHO enquêtait contre des ministres. Et paf, parce que ça a enquêté contre des ministres, qu'est-ce qu'on fait? On crée l'ICAC. Et qu'est-ce qu'on met dans l'ICAC? Que le directeur de l'ICAC sera nommé par le Premier ministre. Non, cette partie-là a été amendée, ça. Cette partie-là, pour le Premier ministre, c'était une non, c'était en consultation avec c'était en consultation. Oui. Mais l'ICAC, qui est chargé de lutter contre la corruption, en théorie, ne va pas enquêter contre le petit marchand de dalle pourrie du coin de la rue. C'est contre les ministres, la corruption. Et on ne peut pas choisir son enquêteur. C'est pas possible. C'est un non-sens total. Tout ça, voilà. Ce que je veux dire, c'est que ce régime-là, Paul Béranger, avec Navin Ramoulan, bien sûr avec les Jacquenat, mais les Jacquenat, ils sont ce qu'ils sont. On les connaît, on les combat. Mais moi, j'en fais une affaire contre Paul Béranger. Pourquoi? Parce que c'était souvent le leader de l'opposition. C'était celui qui était chargé, comme le policier, de surveiller, d'enquêter contre les voleurs et qui finalement fait alliance avec. C'est pour ça que je lui en veux. Parce qu'il a trahi ses fonctions. Dans les voleurs, il y a des informateurs qui travaillent avec la police aussi. Vous êtes avocat, vous savez, parfois il y a des balances, hein? Il y a des balances à droite, il y a des flics pourris à côté. C'est la nature. Non, mais là, c'est le flic qui accorde l'impunité aux voleurs et qui dit, moi, je combats les voleurs. Alors, en matière de justice, lorsqu'il faut sanctionner, lorsque les deux sont arrêtés, le policier en complicité avec le voleur, c'est le policier qui est sanctionné plus sévèrement que le voleur. C'est ça la justice. Et c'est pour ça, moi, j'ai cette position par rapport au MMM, par rapport à ses dérives, par rapport à ses trahisons, par rapport à tout ce le mal que le MMM a fait aux institutions. Il faut en parler. Nous avons bien parlé. C'est votre position, ça? Vous êtes en train de vous positionner anti-MMM alors que vous êtes dans la dite opposition? Non, je ne suis pas anti-MMM, c'est pas ça. Simplement, j'ai peut-être suffisamment de lucidité pour voir ce que le MMM a fait, tout le mal que le MMM a fait aux institutions, et je le dis. Mais pourquoi vous ne parlez pas de la partie où ils ont fait du bien? Le bien en 1982, c'était le seul bien. La CELSAC, c'est lié aussi. S'il n'y avait pas la CELSAC, on n'aurait pas pu rouler le pays au niveau de la taxe. Je crois le programme économique du MMM de 82. Alors là, je suis désolé, mais je le rappelais. Je l'ai regardé à la télévision moi aussi. C'était demander aux Mauriciens de manger des patates douces à la place du riz. C'était ça le programme économique du MMM. Oui, mais c'était... Bien sûr, avec la CELTAX qui a fait du mal, parce que faut pas l'oublier, la CELTAX, on était en 1982, c'était la misère totale. Et lorsque vous imposez la CELTAX, enfin, la CELTAX c'est la TVA, enfin, l'embryon de la TVA d'aujourd'hui, c'était frappé aux plus pauvres. C'était tout le monde qui payait, les plus pauvres comme les plus riches. Commencer une politique économique avec la taxe la plus injuste, fiscalement, politiquement, économiquement. C'est ça. Mais 40 ans après, cette taxe que vous dites injuste, elle existe toujours là. C'est un des plus gros revenus de l'État. Aujourd'hui, la situation est peut-être différente. Mais en 82, imposer une taxe généralisée, c'est de ça qu'on parle. Alors qu'il y avait de la misère à ce moment-là. Je l'ai vécu 82, je sais de quoi je parle. Je pense que c'était à ce moment-là assez injuste. Aujourd'hui, peut-être c'est différent. On peut cibler la taxation de manière différente. Ça a été ciblé. Il n'y avait pas de taxe sur la nourriture, sur certains produits pour les bébés. Après, allant, venant, les gouvernements, les alliances, les mises-alliances sont venus changer un peu, mais la taxe, elle reste là. Hein. Ouais. Elle n'a pas bougé. On a voulu faire 22%, ici 23%, mais on est tombé. Tout le monde est heureux. Mais vous, en matière de taxation, comme on est dans le volet économique, qu'est-ce que vous proposez? Les riches payent 22, les pauvres payent, les pauvres 0, les moyens câbles 15? Alors, d'abord, dans notre programme de 2019, c'était une baisse considérable de la TVA. Ah.
À 12,5. 12,5? Ouais. Mais 12,5, c'est pas considérable. 15, Si, 12,5, si. En matière de TVA, un point est c'est énorme. 5%, c'est même, c'est 2,5%. Ah oui, non, mais c'est énorme en matière de baisse. On ne peut pas supprimer, malheureusement, comme ça d'un revers de la main, mais c'était une proposition de baisse significative. Un point, c'est beaucoup. Nous, voilà. Parce que, de toute façon, plus on baisse la TVA, plus il y a la relance de la consommation, et plus il y a de consommation, plus il y a forcément de croissance. L'un entraîne bien entendu l'autre. En ce qui concerne la fiscalité, nous sommes pour beaucoup plus de graduation, d'échelle, parce qu'il y a quand même une grande fracture sociale dans ce pays. Il y a les riches, les hyper riches, puis il y a les pauvres, les très pauvres. C'est très frappant, cette fracture sociale qui existe. Et ça, on peut pas faire comme si ça n'existe pas. On ne peut pas simplement regarder les gens qui sont la classe moyenne, la classe élevée, qui ont aujourd'hui dans un certain, en tout cas, bien-être économique ou matériel, et oublier, bien entendu, les autres. Non, il faut une autre politique, je pense, fiscale, beaucoup plus graduée. Et puis une politique aussi d'ascension sociale envers les pauvres. Moi, je suis contre. La politique du gouvernement, c'est de faire des cadeaux. Alors, c'est toujours comme ça. On dit, voilà, il y a un problème, on va donner des cadeaux. On va donner, par exemple, des tablettes, des ordinateurs, des choses comme ça. C'est faire des cadeaux. Ce n'est pas une politique d'intégration, les cadeaux. Ils le font au moment des élections. C'est l'achat, c'est de la corruption électorale, tout ça. Moi, je suis contre toutes ces politiques. Il faut une politique d'intégration. Non, ben, si on parle un peu des promesses électorales depuis 1976, c'est là, on peut dire 1967 aussi, c'était un peu là, si vous votez pour moi, on a l'indépendance, on devient indépendant. Si vous parlez de l'autre côté, on était dans le clash, pas de travail, PMSD. Mais en 1976, c'est l'éducation gratuite qui est venue renverser la vapeur. Sinon, on aurait eu le premier gouvernement d'opposition en 1976. Après, c'est venu l'écolage gratuit, les personnes âgées qui ne payent plus dans le transport. Là, 2 élections, on a eu augmentation substantielle de la pension de vieillesse. Donc, il y a toujours une carotte. C'est pas le style parisien, français, qui va venir faire des promesses, alors que c'est la politique mauricienne de balancer quelque chose, de mettre un attire client qui renverse sa vapeur à 2 ou 3 ou à 1 mois avant une échéance électorale. Ben, on est au borderline de la corruption électorale. Mais personne ne me force d'aller voter pour que mes parents ont 3 000 ou 4 000 roupies en plus sur leur... C'est une façon de voir, parce que le sujet a été abordé, mais il n'y a personne. Vous auriez pu, avec votre équipe, dire, bon voilà, il y a eu vous pensez que c'est un bribe électoral, vous écrivez à la commission électorale, vous allez en Cour suprême, vous dites, voilà, ça c'est un bribe électoral. Alors, it's not a fair play. Non. Nous, l'encadrement de l'activité politique et électorale, elle est très embryonnaire. Par exemple, je fais référence à ça, le plafond des dépenses électorales. Il y a une règle qui est là, qui n'est pas appliquée, qui n'est pas suivie. Voilà. On a toujours comme ça l'embryon du droit. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout dans la logique des choses. Alors, quand je dis on est borderline, justement, c'est pour ça que j'utilise le terme de borderline, parce que notre système juridique n'est pas suffisamment pointu pour définir qu'est-ce qui est corruption électorale, qu'est-ce qui ne l'est pas. D'une part. Deuxièmement, les actions en justice sont pratiquement interminables à Maurice. Trop long. On le voit là avec les contestations électorales. On est à 2 ans, 2 ans et demi de mandat. Il n'y a toujours pas, alors que c'est des questions qui doivent être tranchées dans les 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, ou un maximum peut-être 6 mois, des questions de contestation électorale, mais pas la veille de la prochaine échéance, parce que n'oublions pas qu'il y aura le droit d'appel, ainsi de suite. Voilà.
Et c'est ça notre programme, c'est de remettre un peu de l'ordre, d'encadrer l'ensemble de l'activité politique et électorale pour qu'il y ait vraiment à la fois de la démocratie et du fair play. Ce que nous n'avons pas, nous avons quelque chose qui pourrait ressembler, qui fait penser que, mais dans la réalité, dans son fonctionnement, il ne l'est pas. Quel est votre concept de l'activité politique et l'activité électorale? C'est deux mondes séparés, là. La commission électorale ne pourra pas venir, bon, vous avez fait un meeting il y a 2 ans de cela, vous avez dépensé 2 millions de roupies. Et là, vous êtes en train de me dire que vous avez dépensé 100 000 roupies. Parce qu'il y a l'activité politique, il y a le 1er mai, l'anniversaire du parti, le papa qui est décédé, on va faire un ancien leader, on peut dire pour Amour Lampère et pour Jagnat Père aussi. Vous avez des congrès à droite, à gauche, des grands meetings ici. Ça, c'est l'activité politique. Mais quand on est élection, c'est toute une autre dynamique, ça. Oui, alors justement, il faut encadrer. La question qu'on doit se poser, c'est quand la campagne électorale s'ouvre. Il y a la campagne officielle, et puis il y a la campagne en termes de démocratie, où on doit commencer déjà à assurer l'égalité dans les dépenses électorales. Tout ça n'est pas suffisamment bien fixé, hein, Maurice. Vous parlez de la commission électorale, mais notre commission électorale n'a pas grand pouvoir en soi. D'ailleurs, ce n'est pas la commission électorale qui fixe la date des élections, c'est le Premier ministre qui fixe. Voilà, tout ça demande réflexion. En tout cas, on doit être capable de concevoir autre chose pour affermir la démocratie mauricienne. Alors, la difficulté chez nous, c'est quoi? C'est que nos institutions, l'ensemble, je ne parle pas des réformes apportées par les hommes politiques, mais les institutions ont été conçues par un Anglais, ou sinon les Anglais. Alors, en Angleterre, il y a les mœurs que nous n'avons pas, nous. Et quand on prend les institutions anglaises sans les mœurs, ça donne le résultat que ça nous donne. Ce n'est pas du tout la même chose, parce qu'on n'a pas le même respect, on n'a pas le même gentleman's agreement entre les hommes politiques que ce qu'on a en Angleterre. Voilà. Il faut ce qu'on dit, et c'est ce que je reviens au moment du lancement du RCP, un des thèmes forts, c'était il faut des institutions fortes. Et nous en sommes là, malheureusement, encore. Donc, vous me dites la première élection universelle, moi je pense que c'est en 1948. En 1948 et 67, on a mal fait les choses. On n'a fait que copier ce que les Anglais nous ont dit de faire en termes d'élections. Il y avait deux types d'élections, comment le conseil travaillait. Bon, le gouverneur nommé, il y avait déjà du traficage politique à l'arrière, ceux qui voulaient nommer leurs amis. Alors, diverses façons. 48, ça a été un premier tournant. Mais 48 à 67, c'est là qu'on a appris. Après, on vous a donné, voilà, on vous donne une constitution, voilà, on vous donne un système électoral pour balancer quelques trucs qui sont passés en 1948. Et on est là depuis 68, dans le même bateau. On a changé des virgules, des points-virgules et c'est tout. Petite parenthèse, la réforme du speaker, faite en 1996. Non, on parle des élections. On est sur le système électoral. Oui, mais je dis une parenthèse. Il rajoute deux mots. Il rajoute deux mots. Le speaker sera nommé parmi les membres de l'Assemblée et il rajoute and otherwise. Deux mots qui nous donnent le résultat d'aujourd'hui. Alors, avec les Anglais, ou juste avant la réforme pour la République, nous étions dans un système d'inspiration d'une manière ou d'une autre, en tout cas l'inspiration était là, de Westminster. Lorsqu'on fait la République, d'ailleurs on devient à ce moment-là une assemblée nationale, on coupe là avec Westminster en réalité, on coupe avec la tradition britannique. Et on n'a pas pensé, on n'a pas fait la République, on n'a pas injecté les valeurs de la République dans la réforme. C'est pour ça on est aujourd'hui, on n'a pas de référence, on n'a pas de valeur. C'est pour ça on est dans cette situation où tout est injuste, tout est déloyal et rien ne fonctionne. On aurait dû changer lorsqu'on a nous avons choisi de passer en République, de faire la République avec les valeurs de la République.
Mais peut-être et que les choses fonctionnent. Peut-être que les Comme dans une partenaires république. voulaient un style de république, ne voulaient pas la république à la française, ni une république à l'indienne, ni une république à l'américaine, ni une république à l'iranienne. C'est notre modèle à nous. Même notre système électoral, c'est notre système à nous. Ben, c'est assez, Nous, un peu donné par les Anglais. ben, nous, on a cette tradition d'abord anglaise sur laquelle toutes les réformes, et je dis bien, à part la réforme, la révision de 1982 sur l'organisation des élections, toutes les autres là, qui ont été faites ont été dans le sens contraire à la démocratie. Contraire à la démocratie. Le président qui n'est pas élu, qui est nommé par le Premier ministre, C'est une motion au Parlement non débattue. il n'y a pas de candidature. On ne fait pas acte de candidature pour être président de la République. C'est le Premier ministre qui choisit quelqu'un. Et simplement, son choix est ratifié par l'Assemblée. C'est une nomination, ce n'est pas une élection. Même si dans la Constitution, on parle d'élection, c'est un terme impropre. Il s'agit d'une nomination. Le Speaker, j'en reviens, c'est une atteinte grave. L'article 1er de notre Constitution, c'est quoi? Maurice est un État souverain et démocratique. Et toutes les réformes, c'est contre ça. Voilà. L'ICAC, bon, ce n'est pas une institution constitutionnelle, l'ICAC, mais organe infiniment important. Mais quand même, lorsqu'on crée l'ICAC, on porte atteinte à la Constitution parce qu'on enlève de la compétence du commissaire de police, enfin de la police qui est constitutionnelle, un pan de compétences sur les crimes économiques. On le donne à qui? Justement, pas à la police qui est une institution constitutionnelle, mais on le renvoie à une institution créée par une institution légale dans les hiérarchies, voilà, et dont le directeur est nommé encore une fois par le Premier ministre, pratiquement seul. Ça veut dire que vous êtes légal parce que les dossiers finissent sur la table du directeur des poursuites publiques. C'est lui qui va décider si on peut aller, si on peut tenir, comme vous êtes avocat, et l'accusation, c'est une autre institution aussi, c'est une relation entre trois institutions. Alors, le DPP, c'est l'organe de poursuite. Alors, et on le voit dans l'affaire Kisnen d'ailleurs. Le DPP ne mène pas l'enquête. Si le travail est mal fait dès le départ, que ce soit par la police ou encore par l'ICAC, ben le DPP, il ne peut rien. Et c'est pour ça. Expliquez-moi sinon comment toutes les affaires, pratiquement toutes les affaires, sont, comme on dit, rayées. Ça aboutit à un non-lieu. Le non-lieu, l'affaire rayée, c'est qu'à un moment, le juge dit on ne peut même pas décider est-ce qu'il est coupable, pas coupable. C'est que l'enquête n'a pas été faite. C'est ça le non-lieu. Le juge, vous êtes avocat, vous connaissez ça plus que moi, il y a des évidences devant lui. C'est le troisième homme ou quatrième homme dans une enquête, il voit ceci. Non, mais l'affaire rayée, dans toutes les affaires, pratiquement aujourd'hui, c'est que le juge estime qu'on ne peut même pas juger l'affaire. C'est-à-dire que l'accusation n'a pas réussi à apporter les preuves ou n'a pas voulu apporter, les enquêteurs n'ont pas fait suffisamment bien leur travail, le temps est passé, à un moment on doit dire stop. C'est ça l'affaire rayée. Et c'est la majorité des affaires aujourd'hui. Surtout tout ce qui touche de loin ou de près à la politique. Bon, allons terminer un coup. Tout à l'heure, vous m'avez dit que bon, le système électoral, il y avait un plancher. Mais il y a un plancher pour les candidats. Les candidats vont dire voilà, j'ai acheté des chaises, j'ai lu des chaises, une sono, j'ai acheté un peu de pamphlets, j'ai fait ceci, manger, boire, transport. Il y a un montant. Généralement, c'est en dessous du montant. Mais de l'autre côté, il y a l'activité politique du parti. Est-ce que vous demandez que cette activité du parti soit aussi sous le contrôle de la commission électorale? Parce que si vraiment le candidat, le ministre, le futur ministre, premier ministre, n'importe qui fait, indépendant aussi, il est en dessous de ce montant autorisé là. Mais il y a la structure du parti là. Alors, ça aussi, vous demandez que ce soit contrôlé? Alors, d'abord, il faut contrôler le financement des partis politiques. Aujourd'hui, c'est quoi le financement des partis politiques? C'est du cash. C'est une économie parallèle. Ben vous êtes, je sais pareil. C'est une économie parallèle. Alors, non, nous,
on ne reçoit pas du tout de dons. D'ailleurs, c'est que nos membres, le financement, il est là. La difficulté, hélas, malheureusement, et personne ne veut faire une réforme en ce sens. Un parti politique ne peut même pas avoir un compte bancaire dans la réalité d'aujourd'hui. Éventuellement, les partis d'avant, on le voit avec le Parti travailliste d'ailleurs. Le MMM aussi a un compte. Alors, je ne sais pas si c'est eux le parti ou sinon c'est quelqu'un du parti, mais c'était d'un autre temps. Pour l'ouverture d'un compte, c'était nettement plus facile à ce moment-là, j'imagine, dans les années 60-70, qu'aujourd'hui. Pour ouvrir un compte, il faut être une personne morale, ce qu'un parti n'est pas aujourd'hui. Voilà, donc il faut revoir. Pourquoi un parti n'est pas une personne morale? Parce que quand je suis élu, j'ai l'approbation de la structure politique, le président du parti signe pour que j'utilise le logo, je suis élu. Quand je suis dans le Parlement, ma biographie sur le site du Parlement, on mettait member of quel parti? Non, quand je dis personne morale, c'est comme une association. Une association peut agir en justice, elle existe, c'est comme une société commerciale, une compagnie, comme on dit. Ça, c'est des personnes morales. Alors, les partis ne le sont pas. Simplement, ils font une déclaration au moment des élections auprès de la commission électorale pour s'enregistrer comme un parti. Mais ce parti-là, c'est juste pour avoir le nom du parti, le symbole du parti. Mais le parti en lui-même n'a pas d'existence légale. C'est pour ça, c'est souvent dans certains partis, par exemple. Donc, vous me dites que les partis qui sont au Parlement ne sont pas légaux, là? Non. Les partis qui sont dans le Parlement, ils n'ont pas d'existence légale. Oui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'existence légale. Non, aucun. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui favorise infiniment la corruption. C'est très simple de faire la corruption. La corruption est légale, Maurice. C'est très simple, le schéma. C'est très simple. Moi, je suis ministre. Je dois construire des routes. Je donne à la compagnie, à la société commerciale A. Voilà. Non, c'est le procurement qui donne. Hein? Ouais, mais ça, on sait comment. Hein? C'est vraiment pas difficile, ça. Surtout avec le confinement, la pandémie, on a vu ce que ça a donné. Hein? Tout est embryonnaire, Maurice. Tout est embryonnaire et tout peut être contourné. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Je donne le contrat, le marché public, comme on dit, à une société, mais cette société-là, il ne va pas me faire une rétrocommission à moi. 30% là, c'est la norme apparemment. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, vous êtes responsable de vous. Il va faire un don. Il va faire un don à mon parti. Mon parti n'a pas d'existence légale. Mon parti, c'est moi, c'est du cash. Pas besoin de faire référence au coffre. Le parti, c'est du cash. Donc, il fait un don légalement. Il n'y a pas de limitation dans les dons aux partis politiques. Donc, 30% de ce qu'il a eu comme paiement, il le fait en termes de dons à mon parti. Mon parti, c'est moi, c'est du cash. C'est ça le schéma de la corruption. C'est aussi simple que ça et c'est tout à fait légal. Mais un don n'est pas une corruption. Je fais un don au RCP. On va me taxer de corrupteur, vous de corruptible. Si je donne 100 roupies à Parvez Douki, pour votre fonds, je fais un don. Non. Est-ce que je suis en train de créer la corruption? Non. Le crime économique, c'est toujours une action maquillée. C'est ça le crime économique. Tout a l'air correct dans le crime économique. Mais en réalité, c'est la volonté qui est derrière qui compte. C'est ça le crime économique. Dans mon schéma, je lui donne le contrat. Je lui fais bénéficier le contrat. Comme midpoint, on choisit, on taille pour que quelqu'un puisse avoir le contrat. Et en retour, justement, alors on peut parler si vous voulez. Moi, je suis là pour parler concrètement. On dit qu'à la State Bank, il y a 13 milliards. Il y a quelqu'un qui a emprunté, enfin des personnes qui ont emprunté, et puis en réalité, c'était des escrocs. Ils sont partis avec l'argent, ils n'ont pas remboursé. Ça, c'est le narratif. Ça s'appelle le narratif. Dans ce narratif-là, qui est victime? La victime, c'est la State Bank. L'autre, c'est un escroc. Mais lorsqu'on est en matière de crime économique, et là, il faut avoir de l'intelligence, on ne s'arrête pas à ce narratif-là, on se pose des questions. On se dit, mais pourquoi la banque a donné si facilement de l'argent à ses emprunteurs? Alors qu'en général, même pour faire un retrait à la banque de mon propre argent, la banque me demande qu'est-ce que je vais faire avec mon propre argent.
Là, on donne des milliards à des gens qui ne sont pas mauriciens, qu'on n'a peut-être même pas vu, des milliards. Et ensuite, lorsqu'ils ne remboursent pas, ils disparaissent à la nature. Lorsqu'on est enquêteur en matière de crimes économiques, si c'était le rôle de l'ICAC, ou sinon le MRA, le fisc, on se pose des questions. On se dit, la Banque de Maurice en premier. Est-ce qu'il n'y a pas une complicité quelque part? En réalité, l'autre, c'était un prête-nom. Simplement, il a agi pour le compte de quelqu'un et l'argent a été retrocédé à quelqu'un. On se pose ces questions-là. On ne dit pas comme oui, la State Bank a été victime, c'est bien triste. Non, et on parle de milliards là. On n'est plus à midpoint, on était en millions. Aujourd'hui, on parle en termes de milliards. Il faut être sérieux quand même un petit peu. Revenons un peu au SCP, comment il se comporte en 2022? Il est bien, il y a des structures qui sont en train d'être montées parce que tout le monde est en mode préparation. Vous êtes aussi en mode préparation? Alors, la difficulté de la politique, je le dis en toute franchise à Maurice, c'est qu'il y a très peu ou pas de militants, au sens propre du terme. Des gens qui s'engagent pour des idées dans la durée de manière forte. Malheureusement, le paysage politique a été épourri aujourd'hui. Si on s'engage dans une action politique, c'est par intérêt. Soit pour avoir un poste demain, soit immédiatement pour être rémunéré ou avoir des dons, des cadeaux, des choses comme ça. Ça rend l'activité politique infiniment plus difficile, en tout cas aujourd'hui dans ce schéma-là. Alors, nous, notre marque de fabrique, je le dis encore une fois, le RCP, c'est les idées fortes. On a peut-être une certaine clairvoyance, on dit les choses sans tabou, on n'a peur de rien. Regardons, par exemple, à Galega, l'Inde, nous sommes les premiers et peut-être même les seuls aujourd'hui à en parler, à désigner qui est le commanditaire dans cette affaire d'Agalega. On dit Pravin Jagnnath, d'ailleurs le terme de haute trahison, on l'utilise depuis, je crois, 2014. Hein. C'est pas aujourd'hui. C'est peut-être nous aussi qui l'avons mis dans le paysage politique, ce terme. C'est ça le RCP, c'est de ne pas avoir peur de dire les choses comme ils sont, comme ils doivent être dites et canaliser éventuellement la pensée des électeurs. Mais c'est bien de le dire, mais on ne vous voit pas sur le terrain. À moins que vous faites. On ne voit pas, c'est Padma Uchana qui a été seul, qui a montré la voie qu'on peut manifester. Oui, à seul. côté, il y avait, on peut avoir Bruno Loret, Ivan Bibi, ce sont des personnes qui sont plus ou moins esselées. Ils sont en train de faire une action que chacun interprète de votre façon. Moi, je ne vois pas animer une conférence de presse, je ne vous vois pas dans une activité, je n'ai pas entendu une réunion dans le numéro 1 où j'habite, peut-être dans le numéro 6 où on est aujourd'hui, peut-être. Vous savez que le Mauricien, c'est dans sa culture ça. Il veut aller dans une petite réunion privée, il veut aller dans un meeting, vous entendez à la radio, sur les radios, c'est bien, vous expliquez la Constitution. C'est peut-être pas sa tasse de thé. Lui, il veut voir un fanion, une couleur, pour que le jour de l'élection, il puisse reconnaître votre logo, un damier là-bas. Généralement, c'est un blanc et vert, mais il connaît votre logo parce qu'il y a des personnes qui votent à partir du logo. Vote à côté X, Y, Z logo. Mais qu'est-ce que vous faites sur ce point-là? Non, mais on veut, je veux dire, on n'a pas choisi la voie de la facilité. La voie de la facilité, on aurait pu la choisir. Moi, je parle dans tout temple, tout mosquée, toute l'église, etc. Faire mon cinéma là-bas, faire la prière, et voilà, tout le monde est pour content. C'était la voie de la facilité. On n'a pas choisi la voie de la facilité. On a choisi la voie, peut-être de l'intelligence, de l'éveil en tout cas des consciences, de faire en sorte que les gens puissent réfléchir un peu différemment, soient eux-mêmes conscients de leurs intérêts. Ça, c'est un gros problème. On a souvent l'impression que le Mauricien, son propre intérêt, il ne connaît. Il est bien content parce qu'il trouve quelqu'un de sa communauté au pouvoir, comme si tout ce problème il résout. Ou bien quelqu'un de son parti, de sa famille au pouvoir, alors que de l'eau pas coulé côté, alors que courant coupé, etc. Ça, c'est pas ces problèmes. C'est dommage et c'est triste. Mais nous, voilà, on veut poser différemment la problématique politique
différemment le clivage politique. Alors effectivement, on ne fonctionne pas, bien entendu, contre les autres, et on a choisi la voie de la difficulté, pas la voie de la facilité. Mais disons son passé, pas bête. Disons, c'est généralement un parti, il est à la porte du gouvernement, il est à la porte de l'Assemblée nationale. Pas forcément, la voie est longue, la voie est difficile, on aurait pu être au gouvernement si on avait choisi de faire alliance. Aujourd'hui, peut-être, on serait au gouvernement, mais pas question pour nous, en tout cas, de faire alliance pour faire la même chose, sinon ça n'a aucun sens. Mais vous parlez, vous écrivez, vous dites ça c'est pas bon, vous avez fait une rhétorique anti tout le monde. Quand je vais aller voter, si je prends en 2019, vous n'aviez même pas une dizaine de candidats. Qu'est-ce que vous me proposez? Les personnes vont dire, c'est bien passé, ça. D'accord. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Non, on parle du SCP, non, oui, on parle pas. Non, mais tout est relatif. Parlons pour vous, parce que vous me dites, il faut avoir une alternative, de ne pas voter les mainstream. Quand je regarde le milieu, il n'y a plus personne. Ben, je continue à voter le parti que papa m'a dit, ou bien que je me sens des affinités, que sa promesse électorale que vous décrivez comme corruption électorale. Ça, tiens, si ma maman gagne 3 000 roupies d'ici 2024 en plus, c'est 100%. Je suis heureux. Alors, c'est triste pour les Mauriciens. Nous le faisons, il faut le reconnaître, d'ailleurs, j'insiste là-dessus, de manière désintéressée, la politique. Parce que si nous tu as envie de pouvoir, nous tu peux effectivement donner une alliance et être au pouvoir et cherche les postes. Pas dans sa logique, là. Nous donne une logique d'éveil des consciences. Effectivement, c'est difficile de prêcher, que les gens comprennent, ça met du temps. Les gens sont attirés par, effectivement, ces cadeaux électoraux qu'on leur donne. C'est un fait, mais il faut être patient en politique. Il faut être patient. On espère, si on n'a pas réussi, mais au moins on peut se regarder dans un miroir, non? On peut se regarder. Qui peut me dire que moi j'ai pris de l'argent du peuple? Quelqu'un qui peut me dire ça? Donc, je ne sais pas, vous n'avez pas accès aux conciliations de vote. Ben, au moins, on n'a pas envie, on n'est pas attiré par ça. Et pourquoi mettre des candidats? Vous avez mis des candidats en 2014. Je me rappelle dans le numéro 1, en 2019, si, vous avez... Oui, oui, vous avez mis, mais si vous n'êtes pas intéressé, vous dites que vous êtes désintéressé, on n'est pas intéressé de faire la politique. Mais on met des candidats juste pour être présent, pour être reconnu comme un parti politique. Non, j'ai dit, on n'est pas intéressé pour piller l'État. C'est ça. Mais on est intéressé pour gouverner, pour faire des réformes profondes, en profondeur. Ça, bien entendu, c'est le sens, c'est l'objectif même de notre engagement politique. Mais on n'est pas intéressé pour aller piller. On n'est pas venu. Ma question n'est pas sur le pour dire de changer de système, de balayer tout ce que vous avez donné comme nom. Il faut avoir 60 candidats au minimum. Vous n'avez pas les 60 candidats. Ben, c'est ce que j'ai dit. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, est-ce qu'eux-mêmes avaient 60 candidats? Alain Ganou, par exemple, Steve Obigadou, par exemple. Non. Mais sauf que nous, on ne veut pas nous allier avec les autres pour ensuite faire comme les autres. Mais pourquoi vous n'avez pas 60 candidats? Ben, c'est difficile. C'est difficile. Qui peut avoir aisément 60 candidats, sauf à le dire facilement Les grands partis. Non. Les grands partis. Le MSM n'en avait pas 60, à ma connaissance, par exemple. Le MSM en avait 60 candidats. Oui. Les grands partis ont ce pôle-là que vous n'avez pas. Pourquoi? Parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, Pavès, que oui, mais nous, il manque de sincérité de la part de ceux qui veulent faire de la politique, qui veulent faire rentrer candidat à droite. Être candidat, c'est ça tout le problème? Non, mais il faut savoir, les grands partis qui ont 60 candidats, combien d'argent ils demandent à leurs candidats? Non, on parle pour vous. Non, mais il ne faut pas mettre ça sur X, Y, Pavès. Je suis désolé. Il faut me répondre pourquoi vous n'avez pas 60 candidats. Non, tout est relatif, tout est comparatif. Si vous me dites, eux, ils ont 60 candidats, je peux vous dire comment ils ont pu avoir 60 candidats. Non, mais pourquoi vous n'avez pas 60 candidats? Parce qu'on ne demande pas à nos candidats de venir avec un don privé. Un don privé. C'est plus facile d'être candidat chez vous. Si je dois payer, si vous me dites qu'il faut payer pour être candidat dans un parti Y, moi j'ai 0 sous, je viens sur ACP, je vous dis voilà, je vais être candidat chez vous. Oui, c'est plus facile d'avoir des candidats. Mais quand je regarde 100% citoyen, je regarde l'Alliance Yuvan Bijador,
J'ai oublié le d'accord, nom, ouais. Patrick Belcourt, même pas 12-13. Donc il y a un problème de ceux qui veulent se poser comme l'alternative. Il me dit qu'il n'y a pas d'alternative parce que vous n'êtes pas capable de vous regrouper pour des raisons que je ne sais pas. Mais il y a tout le système, je suis désolé. Le système rend la chose difficile. Je vais le rappeler. Est-ce qu'un fonctionnaire peut s'engager en politique? La réponse est non. Est-ce que quelqu'un d'un corps para-étatique, d'une entreprise publique peut s'engager en politique? La réponse est non. Est-ce que quelqu'un d'une société privée, d'une compagnie privée, comme on dit, peut s'engager en politique? La réponse est oui, sauf que le patron lui fait pression pour qu'il ne le fasse pas. Voilà. Après, il reste qui? C'est ça la difficulté. Je veux dire que nous avons des difficultés, nous, les petits partis ou les partis extra-parlementaires, à progresser. C'est un fait, je ne le nie pas, parce que le système nous rend la tâche infiniment difficile. Vous savez que légalement parlant, constitutionnellement parlant, il y a une élection, il y a le first sitting de l'Assemblée, à partir de là, il y a 5 ans. Quand vous arrivez à 2 ans de la fin d'un mandat, vous commencez à chercher ça. À chercher, pardon? À chercher vos candidats, à faire un peu comment je dis, lèche-vitrine politique. Vous savez que vous avez dans 2 ans. Bon, il est vrai que le Premier ministre a cette prérogative-là, donc vous n'êtes pas d'accord, tant mieux. Mais vous savez que d'ici 2024, vous avez globalement 2 ans, 1 an et demi pour chercher des candidats. C'est pas parce que le Premier ministre a décidé le 15 janvier de 2024 de dire que les élections, ça va être en février. Vous allez crier au loup, au loup, au loup. Vous devez aussi vous préparer à ça. Bien entendu. Bien entendu. Mais est-ce que vous êtes en train de faire ça à quasiment 2 ans des législatives là? C'est effectivement, le parti s'organise, le parti progresse, le parti discute effectivement avec les autres partis extra-parlementaires. C'est seulement avec les extra-parlementaires que nous avons des discussions. LPM? Non, les extra-parlementaires, on a des discussions. Belcourt? On discute, mais la position du ACP, elle est très claire. On est ouvert à une entente, mais sur la base d'un programme. Ce n'est pas sur la base de la distribution des postes. Sur la base d'un programme. Dit ça, les grands partis. Non. On ne dit pas ça aux grands partis. Aux grands partis, on dit qui sera Premier ministre, qui sera président, oui, qui sera. Non, mais ça c'est le côté populaire. Ça c'est le côté populaire. Non, c'est de ça qu'il parle. On veut savoir, mais chez les petits partis, j'entends Belcourt dire ça, j'entends Géraldine Henke Julia idéal de le dire, le LPM le dit, Bruno Lorette le dit. En avant, Maurice le dit, vous le dites. Mais nous avons un programme. Mais quand vous avez 6-7 programmes dedans, il faudra couper des tranches parce que celui-là n'aime pas cette partie-là, vous n'aimez pas cette partie-là. Il n'y aura jamais Non, mais nous avons un programme élaboré. Ce n'est pas un programme c'est le parti a accepté le secrétaire général, l'Assemblée, je ne sais pas, le comité national, le bureau exécutif a accepté tout ça. Mais nous, ce que nous ferons, si les choses se présentent de cette manière, c'est un programme commun, mais ce sera ça d'abord, mais pas la distribution des postes. Et quand je dis la distribution des postes, ce sont des poches qui paient remplir. Poste et poche. Oui, nous pas dans sa logique-là, Papa O. Nous, c'est vraiment autre chose. Et on sait que c'est difficile. On sait que c'est difficile. Et reconnaissons que c'est difficile, que nous n'avons pas choisi la facilité. Justement parce que là-bas, il peut dire qui est président, qui s'en a vice-premier ministre, qui s'en a numéro 2, qui s'en a premier ministre, ou bien même coupe le mandat du premier ministre en deux. C'est d'abord les postes et les poches. Mais c'est que, le public veut. C'est que la population, l'électorat aime aussi. On a habitué l'électorat à ça. On est en train de donner autre chose, moins attrayant sans doute, mais on essaie de le faire. Mais pas possible de faire une plus jolie vitrine, même si la chose n'est pas attrayante. C'est une question d'angle, après, chaque chose en son temps. De lumière. Et de vendre le produit aussi. Voilà, on verra au moment de la campagne électorale, lorsque ça va s'ouvrir. Est-ce que c'est pas ça peut arriver effectivement à tout moment. Si vous regardez on va commenter un peu l'actualité, mais quand on regarde un peu ce qui se fait,
la campagne électorale, elle est quasiment Permanente. lancée. Oui, elle est permanente. Ça, c'est depuis 1967. C'est comme ça. Lors de la défaite, bon. Alors, Il faut galvaniser les troupes aussi. Une Hein. des raisons, c'est qu'on n'a pas d'élection intermédiaire. Donc, du On coup, parle de midterm. on n'a pas d'élection intermédiaire. Les élections municipales, d'ailleurs, qui n'ont pas lieu, ne sont pas nationales. Les élections villageoises ne sont pas, par définition, nationales. Donc, on n'a pas d'élection. Non, mais elles sont nationales quand vous désignez le président du conseil de district de Pamplemousse, Rivière-du-Remport. Non, c'est pas une élection Enfin, nationale. C'est vrai. oui. Tout le monde ne vote pas. Oui, oui. Sur Vous l'étendue avez de la vécu géographie. comme moi, tout le monde a gagné, l'opposition dit on a gagné, et Navin a dit on a gagné, mais quand on arrive à le gouvernement, il vient rappeler, il mettre ses hommes Non, de mais côté. je reviens, Après, c'est fini. C'est-à-dire, vous pouvez courir, mais à la fin, le gouvernement va venir à sa part, on va mettre ceci. Bah, Non, mais la grande victoire administrative, c'est le gouvernement qui l'a dit. Non, mais j'ai essayé d'expliquer pourquoi on est en campagne électorale de manière permanente. C'est parce qu'on n'a pas une autre élection entre-temps. Donc, du coup, on attend, premièrement. Et deuxièmement, comme nous savons que la date des élections ne sont pas fixées. Dans d'autres pays, par exemple en France, aux États-Unis, on connaît la date des prochaines élections, soit présidentielles, etc. C'est déjà fixé. Chez nous, non. Ça peut venir à tout moment. D'où pourquoi on est peut-être à Maurice en campagne électorale de manière permanente. Ce qui n'est pas une bonne chose d'ailleurs pour la démocratie. Il y a un moment pour la campagne en tant que telle, il y a un moment pour des débats politiques. Voilà. Mais nous, l'apport du ACP, c'est de dire qu'il faut mettre de l'ordre dans tout ça, pas simplement de dire qu'il faut mettre de l'ordre, mais de dire quoi faire. D'ailleurs, notre programme de 2019, c'était une chirurgie. C'était ça notre programme. Mais quand vous avez 3 candidats, quelle chirurgie? Vous n'avez même pas une équipe. Vous avez un docteur, vous avez un chirurgien, vous n'avez pas toute l'équipe technique, vous n'avez pas tout ça. Si, on a des économistes, on a des médecins, on a des juristes, bien entendu. Quand j'ai cherché les candidats, ils n'étaient pas là? La candidature, c'est une chose. Je parle du parti, du fonctionnement du parti. Regardons par exemple toutes les interventions du RCP pendant la pandémie, l'apport technique, scientifique que nous avons. Non, mais demain matin, vous allez envoyer une personne qui a 60 ans, elle a eu la COVID. Dans un box à l'élection, il ne voit pas le RCP dans sa circonscription, vous n'avez pas de candidat. Parce que vous n'étiez pas techniquement prêt. Alors, qui a dit qu'on n'est pas techniquement prêt? Non, mais parce que vous dites. Parce que 2 fois, j'ai remarqué, vous faites votre première élection en 2014, 4 ans après votre lancement, ou quelques années après, peu de candidats. J'étais dans une entente, j'étais dans le numéro 1, vous aviez, parce que j'étais à une réunion publique. 2019, j'étais avec Guiliano Meillipa, avec son policier. Vous aviez un au numéro 19, j'ai pas fait beaucoup de monde. On n'a pas eu beaucoup de candidats, mais encore une fois, comme je le dis, je crois qu'on a eu 2 fois plus de candidats que le parti d'Alain Ganou, par exemple, qui est aujourd'hui au pouvoir. Que le parti. Mais lui, c'est dans une agglomération. Il est rentré avec le MSM, le ML, le PM, plateforme militante. Oui, mais c'est un ticket. Oui. Vous auriez pu vous rapprocher, comme l'a fait votre ancien président Alexandre, se retrouver dans le regroupement avec Bijada et Bébert. Vous auriez pu aussi ajouter 2 ou 3 candidats. Ou allez-vous être à côté de Rochi Badin avec le Reform Party? Nous, c'était sur la base d'un programme. On avait dit, et lorsque je regarde le programme, ce que nous avons dit en 2019, je trouve qu'on a eu amplement raison. Tout ce qu'on a dit, si on les avait fait, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais il faut augmenter, vous serez d'accord avec moi, professeur Douty, qu'il faut augmenter votre masse. Tout à fait. C'est pas que quand le Premier ministre va marquer le nomination day, que vous allez racler les tiroirs, il va vous dire je peux pas, je suis fonctionnaire, vous savez les critères. Tant, vous êtes ça, vous pouvez jouer dans le back-end, préparer tout ça, mais vous avez des personnes qui doivent être sur le terrain aussi. Ça se prépare, ça, c'est pas... Ça se prépare, la voie est difficile. Rappelons que, par exemple, Résistance et Alternative, qui existe depuis encore plus longtemps, n'a même pas participé aux élections. Alors, ils ont leur raison, mais non, c'était juste pour la comparaison. Mais votre région à vous et la raison, le leur, eux, c'est un combat qui mène là depuis longtemps concernant le BLS. Non, mais je leur reconnais qu'eux aussi, comme nous d'ailleurs,
ils n'ont pas choisi la facilité. Ils ont décidé de boycotter les élections. C'est un choix politique. De ne pas participer. Parce qu'ils Oui. se sont allés. Non, parce que pour moi, boycotter, vous dites ça, bon, je ne vais pas aller. Mais moi, j'étais au Nomination Center au numéro 1, ils sont venus. Mais quand il a fallu payer, on dit déclarer votre. Enfin, nous, en la matière, petite parenthèse, le RCP avait une voie de sortie. On avait dit qu'on pouvait tous se déclarer comme étant en population générale. Oui, tout en c'est une question renonçant. de ça, mais. Oui, non, mais ce que je suis en train de dire, je ne critique pas Résistance et Alternative. Il y a des partis comme ça, on ne choisit pas la facilité. On mène des combats de fond. On veut que les choses changent. Alors, c'est infiniment plus difficile. C'est nettement plus facile d'aller en alliance avec un parti qui va arriver au pouvoir. Ou ne pas arriver au pouvoir. Vous savez, dans notre système électoral, je le dis, il n'y a pas de petits partis. Pourquoi? D'une certaine manière, on peut dire que quelqu'un c'est un petit parti, mais ce petit parti, il a la capacité de nuisance, de faire perdre. Lorsqu'un parti, il a 300, 200, 300 votes, c'est 200 à 300 que l'autre n'a pas eu. Et l'autre, je termine. L'autre a été battu parce qu'il n'a pas pu récolter les 300 voix que le petit lui a pris. C'est une capacité de nuisance. Dans toutes les affaires judiciaires de contestation électorale, l'écart est très minime, 100. 51, 49. Voilà. Mais ça, justement, c'est le petit parti qui l'a pris. Peut-être que l'autre, s'il n'y avait pas le petit parti, il l'aurait eu. Donc, ils ont tous intérêt à demander aux partis, même ceux qu'on considère comme étant petits, à venir s'allier avec. Ça n'a pas été notre choix. On aurait pu avoir le choix de la facilité. On n'a pas fait. On veut un changement de fond. Ça prendra le temps qu'il faudra. Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais on veut pouvoir se regarder dans un miroir. On ne veut pas demain qu'on nous dise qu'on a été complice de Y qui a plié dans la caisse. Non, on ne veut pas s'associer à ça. Donc, vous m'avez dit, vous êtes en. Voilà. Qu'est-ce que vous avez? Non, c'est pas du tout le terme. Des échanges? Bien entendu, il y a des thématiques. Il y a des thématiques. On s'entend sur des thématiques, on discute sur des thématiques avec les uns et les autres. Voilà. Et puis il y a des actions peut-être communes. On peut participer. S'il y a une marche qui est organisée, effectivement, le RCP participe à la marche. Je crois d'ailleurs que Padma Uchana a signé ce matin une lettre adressée au commissaire de police pour l'organisation d'une marche avec d'autres. Voilà. Laquelle? Avec je laisse la primeur à Padma d'annoncer les choses lorsque ce sera rendu public. Mais on est dans cette démarche d'action commune, ciblée, pour des causes. Est-ce que la marche, ça marche? On a vu le 29, vous étiez dans votre côté à Paris, avec votre drapeau Champs-Élysées, si je me rappelle bien. 150 000, plus de 100 000 personnes, plus grosse manifestation humaine qu'il y a eu au niveau politique à Montréal. Rien n'a changé. Rien le 13 février, vous étiez encore, j'ai pu voir quelques membres que j'ai pu reconnaître dans la marche, on fait des selfies, ça c'est le truc, mais au niveau politique, mais est-ce que valeur du jour, ça fonctionne? Ça fonctionne pas. On peut mettre 250 marches, le LPM a mis pour l'essence, l'autre a fait pour la CIM contre, encore une fois, l'augmentation de l'essence, mais je paye toujours 74 roupies le litre d'essence à la station-service. Ça ne sert à rien. Comme dit le Premier ministre, continue à marcher, moi qui dirigeais. Alors, ça, c'est de l'arrogance politique. Non. Il n'y a rien de statique en politique. On ne sait jamais quand quelque chose va marcher, va porter effectivement ses fruits. On n'a jamais, comme ça, en faisant une marche, renversé un gouvernement. Alors, on a vu ce qui s'est passé au Sri Lanka. Au Sri Lanka, c'est des gens qui ont subi. À un moment, effectivement, les choses ont pris une autre dimension. Nous sommes peut-être un peu dans ce schéma-là à Maurice. Pour l'instant, on subit, on fait des actions qui ne portent pas suffisamment peut-être leurs fruits, mais le régime, il sait, hein. Le régime, le pouvoir, il sait quand il y a des gens qui marchent, qu'il y a des gens qui descendent, ils savent se recadrer à ce moment-là. Même sur les médias, les réseaux sociaux, lorsque les gens disent haut et fort les choses, je crois le régime, il sait ce qui est en train de bouger, ce qui est en train de se passer
dans ce pays. Une marche n'est jamais inutile, même si ce n'est pas réussi, mais c'est une construction petit à petit. Le tout, c'est une question de dynamique électorale. Alors, des fois ça prend, des fois ça prend pas, ça dépend de pas mal de facteurs. Les gens ils sont occupés à autre chose, bien entendu. Ils ne voient pas souvent d'emblée la chose. À Galega, par exemple, on en parle depuis des années, des années. C'est aujourd'hui que ça devient une thématique. Mais nous, on en parlait. Moi, à Galega, depuis 2010-2011, j'en parle. C'était Arvin Boulel qui était ministre des Affaires étrangères ou sinon des étranges affaires à ce moment-là. Mais c'est aujourd'hui que c'est une thématique. L'Inde, nous avons dit attention, le jeu de l'Inde c'est très dangereux pour le pays, ouvrons les yeux. C'est aujourd'hui que c'est une thématique. Voilà, c'est ça peut-être un peu aujourd'hui. Alors on a été aidé, sans que besoin de le rappeler, par Sherry Singh sur cette thématique-là, mais c'est nous qui l'avons abordé sans peur, justement, sans crainte, sans tabou. Un peu sans tabou. Sur Sherry Singh, il a plus bousillé l'opposition que réuni l'opposition en fin de compte. Parler de l'opposition parlementaire. Extra-parlementaire aussi. Non, l'opposition extra-parlementaire est là. Alors, c'est vrai qu'on donne l'impression chacun dans son coin, mais remarquons qu'entre nous, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de pique. On n'est pas là pour attaquer l'autre. On sait le ciblage, l'objectif, c'est à la fois le gouvernement et les partis de l'establishment, cette opposition molle, cette opposition complice. C'est ça que nous sont au pouvoir. Mais là aujourd'hui, par exemple, ils sont beaucoup de l'opposition qui sont partis en Inde sur l'invitation du gouvernement indien. Ils sont là très contents, alors que on est en train de détruire la Galega, de détruire. Il y a aussi le décorum aussi. Non. À un moment, il faut savoir choisir en politique. Il faut être ferme. Il faut avoir une ligne de conduite. Et c'est ce que nous reprochons effectivement. Mais c'est pas une ouverture quand vous dites oui, blablabla, anti-1, blablabla, que le gouvernement indien vous invite vous-même ou les membres de votre parti. Ça montre que d'un certain côté, il y a une ouverture d'esprit aussi. Non, on n'a rien à aller voir en Inde, alors qu'ils sont en train de faire du mal, du tort, et c'est même un crime ce qu'ils sont en train de connaître, un crime écologique bien entendu, mais un crime contre les Agaléens. C'est eux qui sont dépossédés de leur terre, de leur territoire, de leur cadre de vie. Ils vont avoir une base militaire sans doute ou des structures militaires chez eux. On est en train, nous, Maurice, dont le thème central depuis 1968, c'était le combat contre la démilitarisation de l'océan Indien. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 2 bases militaires sur nos territoires à nous. Voilà, à un moment, il faut être cohérent face à soi-même. Savoir désigner qui est le commanditaire, qui est l'ennemi, qui était prêt d'ailleurs à attaquer Maurice, il ne faut pas l'oublier, en 1983, qui est ce pays qui a voulu faire un coup d'État à Maurice. C'est un fait, j'invente rien. Donc, comme on était sur la parenthèse Sherry Singh, donc, première collatérale, c'est l'entente de l'espoir, deuxième, c'est le RPM. Votre analyse à vous? Bruno Lorette qui, devant moi, il y a quasiment une semaine, quitte le RPM parce que son parti ne voulait pas marcher dans le cadre d'une manifestation pacifique nationale contre cette affaire de sniffing et d'autres choses aussi. Alors justement, c'est pour ça que nous avons une entente ciblée, sur des actions ciblées. On peut s'entendre à ce moment-là. Il n'y a pas d'alliance, justement, on ne s'allie pas comme ça. C'est leur jeu, surtout les partis de l'establishment. C'est ce qu'ils savent faire. Non, je parle de LPM. LPM, il n'y a aucune personne. Non. Gardons l'espoir de l'autre côté. Non, mais c'est vous qui l'avez invoqué, l'espoir. Pas moi. Ils ne sont pas au pouvoir, ils sont dans l'opposition. Ils ne sont pas en pouvoir. À ma connaissance. LPM aussi. LPM n'est pas dans l'opposition extra-parlementaire, le LPM. L'Union peuple mauricien. Sanassi, que vous ne connaissez pas, vous avez... Oui, pourquoi c'est pas extra-parlementaire? C'est extra-parlementaire. Oui, vous ne m'avez pas compris. Vous m'avez mal compris. Quand on regarde comme ça, là-bas aussi, ça a explosé. Oui. On parle extra-parlementaire, pour moi, on va tourner un peu dans ceux qui sont en parlement. Alors, sans jeu de mots, c'est leur cuisine interne
Moi, je suis au EACP, donc du coup, je m'occupe du EACP. Mais justement, je pense, je le dis peut-être en tant qu'observateur, là, en tant que critique, ils ont voulu jouer le jeu comme les autres, c'est-à-dire faire une démonstration de force par l'alliance. Montrer qu'on est capable de s'allier et qu'on devient beaucoup plus fort. Alors, ils vont très vite en alliance, et comme ce n'est pas une alliance qui se fait sur la base d'un programme, c'est ça toute la difficulté. Lorsqu'on s'est entendu sur quelque chose, sur un programme, sur des points forts, on sait où on va, on avance dans cette direction-là, et c'est ça l'objectif. Mais lorsqu'on fait une alliance juste pour faire une démonstration de force, comme les partis de l'establishment le pratiquent, et on copie ce modèle-là, ça donne le résultat qu'on voit actuellement. Ça explose à tout moment. Le on and off, on sait ce que c'est. Le remake, on sait ce que c'est. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais ce n'est pas notre choix à nous. Vous pouvez dire tout le contraire. Le LPM, lors de son lancement, a présenté une constitution, il a présenté son programme. Le programme, tout le monde l'a accepté. Les quatre non, un programme. Non, pardon. Les quatre partis, non. Lorsque je dis un programme, c'est pas Dini, c'est pas des vœux pieux. Non, ça n'a pas été Dini, hein, ça a été économique, changement constitutionnel. C'est eux qui ont proposé 3000 roupies dans leur cadre de leur budget alternatif. Non, l'alternative, c'est pas le programme. Oui, mais la première proposition sort du LPM concernant ce que le gouvernement a donné à tous les employés qui ont moins de 50 000 roupies. 1000 roupies, la première structure politique que j'ai entendue, c'est le LPM d'avant la semaine dernière. Non, dans un programme, il y a ce qu'on appelle les réformes profondes, en profondeur. C'est là-dessus qu'on doit s'entendre. Mais ils ont ce programme-là. Après, il y a des mesures d'administration, de direction, on s'adapte. Mais sur l'essentiel, je parle de l'essentiel. Et on doit aller en profondeur des choses. Ça, malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. On reste sur des vœux, quelque chose d'assez superficiel. Mais si on définit un programme, une action, des réformes fortes, en profondeur, et on s'entend là-dessus, et effectivement, on s'accroche à ça. Je vais vous inviter. Il faut savoir, en politique, il faut savoir faire la hiérarchie des valeurs. Qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est moins important. Voilà. Ce genre de réponse ne vous donne pas la chose facile de dire, bon, ils n'ont pas de programme ou ils ont de programme, ils ont monté une constitution, vous me dites, bon, on est en train de se batailler. C'est le parti. Hein. Oui, la constitution de leur parti, comment ça fonctionne, etc. Vous êtes en train de me dire de rester à côté, ils ont déjà tout ça. C'est public, c'est sur le site web, si vous allez aller sur Maurice Info, vous verrez le programme, vous verrez tout ce qu'ils ont dit, leur papier alternatif, tout. C'est facile de me dire, bon, il faut aller à un programme, mais ils ont le programme. Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans votre programme d'aller voir, bon, ils sont comme ça, nous on est à quelques virgules près, ou à des points, à des années-lumière, mais on peut travailler ensemble? Mais bien entendu. C'est pour ça, il y a des discussions, il y a des ententes, il y a des actions communes. Mais chacun a son existence, chacun son autonomie, mais on s'entendra sur quelque chose, sur des actions ciblées. Le moment des élections, on verra si on arrive à élaborer un programme en profondeur. J'insiste là-dessus parce que c'est notre, pas marque de fabrique, mais on s'attache. Sinon, si on fait de la politique que pour être au pouvoir et rien changer, c'est un non-sens pour nous. On veut changer les choses, on veut que la démocratie en tout cas soit davantage affermie, que les Mauriciens soient davantage conscientisés sur les problématiques, sur les thématiques, pas sur les palabres politiques. On ne veut pas des palabres politiques. Donc du coup, on n'est pas dans cette logique d'alliance. On ne fait pas Dallas. Oui, mais nous, on n'est pas là pour faire Dallas ou les séries. Je suis désolé. De l'autre côté, si on a vu l'entente de l'espoir qui connaît des gros soubresauts, pour Chibadin qui additionne radio, que la page est tournée avec... à un moment, il va falloir faire la liste des alliances contractées par les uns et les autres. Combien de temps ça dure? Voilà. On and off, remake, l'espoir n'est plus l'espoir, c'est plus, je ne sais plus. Voilà. Il y en a un qui est parti, et puis on cherche quelqu'un d'autre. C'est leur mode de fonctionnement. Quand vous regardez ça, c'est triste. C'est
Mais C'est quand du spectacle, c'est mais du ça, cinéma. oui, ça peut être du spectacle, mais les Mauriciens aiment ça. Chacun a son idée. Mais vous, quand vous voyez ça, ça doit de faire de case study. Comment vous allez faire votre prochaine move politique? Je ne sais pas si vous êtes en discussion avec Belco ou avec le LPM. Comment vous allez... Encore une fois, je me répète, ce sera sur la base d'un programme. Ce sera Mais le sur la programme base. est déjà là. Il y a des Non. virgules. Peut-être le vote ne cadre pas avec celui de Belco, d'Avant-Maurice ou celui du LPM. Mais Troisième choix, vous aurez résistance et alternative. il y a plusieurs schémas. Soit on s'entend sur la base d'un programme fort de réforme. Voilà. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, chacun de son côté, mais chacun soutient l'autre. On ne veut pas être chacun de son côté. Non, mais c'est comme si ce sont les couples mariés qui, un de la chambre à droite, ça, mais quand ils sont deux, ils sont super mariés, ils montent le mariage heureux. On ne peut pas faire ça. Non. On ne peut pas faire ça en politique, et dire que votez pour moi, mais soutenez de l'autre côté là-bas. Si, c'est des choses qui se font. Élection de, si je ne dis pas de bêtises, 2008, Ramin Djatnat, il a été élu comment? Avec le soutien du Parti travailliste. Voilà. Ils étaient en Mais alliance. le Parti travailliste n'avait pas de candidat. Ils étaient, justement. Voilà. C'est pas ce votre que j'appelle- candidat. Non, mais c'est ce que Non, j'appelle. vous dites allez séparer, mais il y a quelqu'un qui ne participe pas. Ben, Si vous ne participez non, mais pas, quand je quand suis je dis- d'accord. Non, que vous me dites aujourd'hui, Jean-Claude, je ne vais pas participer en 2024, mais on va soutenir de loin non, c'est pas ce que X, je dis. Y ou Z. Ok, mais si vous mettez des candidats, vous ne pas me dire dans le numéro 1, dans le numéro 19, vous allez dire pour candidat, soutenez à leur côté là, soutenez à leur côté. Ben, on peut avoir une alliance, voilà, un programme commun. On peut, ce sont des schémas, un accord. Quelqu'un s'occupe d'une circonscription, l'autre de l'autre circonscription, et voilà. Mais chacun garde son autonomie. C'est des schémas possibles. Mais dans une alliance, on ne peut pas avoir comme ça. Il faut monter à la population que vous êtes en train de marcher la main avec vos fiancés ou votre fiancé ou votre femme. C'est comme ça. C'est le schéma des partis de l'establishment. C'est pour ça qu'ils sont toujours dans la dynamique de construction d'une alliance. Et comme ils s'entêtent, ils sont dans le coup de foudre systématiquement, ça ne dure pas. Et puis c'est l'éclatement. On ne veut pas de ça. Mais vous ne profitez pas de cet éclatement-là. Les partis émergents, petits partis, prenez-les comment voulez-vous nommer, vous ne profitez pas de l'occasion, l'effritement de la base du MMM, du Parti Travail et du PMS. Et vous ne profitez pas. Alors, vous le dites de cette manière. Je vous rappelle qu'en politique, il n'y a rien de statique. On a l'impression qu'aujourd'hui, parce qu'on se base aux derniers résultats, mais c'est dans les prochaines élections qu'on saura ce qui va se passer. Les prochaines élections, ce n'est pas ce qui se passe maintenant. Il y a toujours dans une élection une dynamique électorale. Une dynamique électorale. Il y a toujours une surprise, autrement dit, dans une élection. On verra ce qui va se passer aux prochaines élections, mais on ne peut pas nous dire constamment que nous, on est petits, on ne réussit pas, etc. C'est vrai qu'on n'a pas réussi avant, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réussir mais on après. ne vous voit pas en train de... Ben justement, c'est ce que je suis en train de dire. Dans toute élection, dans toute élection, il y a l'élément de surprise. C'est ça la dynamique électorale. La surprise sera 60 candidats du ACP en 2023-2024. La surprise ne s'annonce pas du tout. C'est comme le miracle économique. C'est comme le miracle économique. Si on l'annonce, ça ne vient pas. La surprise, si on annonce, ça ne vient pas. Quand on annonce que le gouvernement va être renversé par le peuple, ça ne vient pas. Ça, c'est la règle d'or en politique. Il ne faut jamais tout annoncer. On verra ce que ça va donner. On fait notre chemin. Nous sommes droits dans nos bottes, comme on dit. Nous avons une ligne de conduite, nous avons des convictions fortes et nous allons vers un objectif très défini. Pavesdoki, alliance ou pas alliance pour le SCP? Vous avez fait bon, c'était une petite structure, mais là, la situation, on voit des mini-blocs qui sont en train de se monter. Vous êtes dans une optique plus alliance ou rapprochement avec un bloc? Je sais que le bloc l'espoir, le bloc du gouvernement, ça c'est... Ah oui, la question ne se pose même pas. La question ne se pose pas
pour paraphraser une émission de radio. Mais dans l'état actuel de votre parti sur le terrain, il y a les municipales, on n'en a pas parlé. Vous allez participer, je ne pense pas. Ah, je ne sais même pas s'il y a les municipales. Non. L'élection, C'est l'opposition. facile de venir dire, si, moi je vous dis, il y aura les municipales, on est au 26 juin de l'année prochaine, est-ce que vous allez participer aux municipales? Dans une conjoncture d'alliance, d'entente, de partage, de programme, de tout ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes dans cette optique d'aller faire partie d'un bloc qui va venir jouer contre tous les autres blocs, on va dire Alors, mainstream? je parle des élections législatives. Non, municipal. Ma première question est municipale. Est-ce que vous allez participer aux prochaines municipales? Si ça vient en juin l'année prochaine. On verra. Je pense que juin l'année prochaine, il n'y aura pas d'élection municipale en tout état. Non, parce qu'on sera. Pavès, nous sommes bons amis. Dites-moi, oui ou non, ce que vous pensez, si demain le Premier ministre dit comme ça, décembre là, conjoncture, bon, l'opposition pas plus marche ensemble, on fait municipal. Est-ce que vous allez participer, oui ou non? C'est fort possible. C'est fort possible. Donc, c'est pas un ni oui, un ni non. Je ne peux pas prendre une décision à quelque chose qui n'est pas annoncé encore. On verra. Quand c'est pas annoncé, vous vous plaignez. Quand c'est peut-être annoncé, vous vous plaignez. Donc, il n'y a pas de juste milieu. L'objectif du SCP. Il n'y a pas de participer au municipal. J'ai pas dit ça. L'objectif principal du ACP, c'est les réformes des institutions, changer le fonctionnement de l'État. Et tous les petits partis qui sont montés dans l'espace, même un Pravin Jordan a été conseiller municipal, il a commencé, c'est la base. Hein. C'est la base de la lutte politique. Pas forcément, à ma connaissance, ni Navin Ramgoolam, ni Paul Béranger. On parle de Béranger, vous mettez de l'autre côté. Moi, le Premier ministre actuel a été conseiller d'une ville. Il a commencé le bas de l'échelon. Oui, il a commencé aussi en étant le fils de son père. On est toujours le fils de son père. Oui, lorsque je dis le père, c'est le père Premier ministre. Non, c'est pas obligé. Il n'y a pas de schéma type en politique. Simplement, on verra pour les élections municipales lorsque ça vient, et j'en doute très fort. Sincèrement, j'en doute très fort. C'est pour ça qu'on ne se pose pas cette question. Je comprends que les autres partis de l'establishment, ils ont besoin d'annoncer la venue des élections. Parce que c'est comme ça qu'ils mobilisent leurs militants d'abord, et ensuite éventuellement l'électorat. Parce qu'ils n'ont pas autre chose, ils n'ont pas d'autres discours. Leur discours, c'est les alliances, l'élection derrière la porte. Et nous poussons tout. C'est ça, c'est limité à ça. Nous avons autre chose à dire, et nous le disons. Donc, du coup, nous fonctionnons d'une manière différente. Ça paye ou ça ne paye pas, on verra. Mais en tout cas, on n'est pas dans ce schéma de fonctionnement, ce mode opératoire de fonctionnement. Donc, pas d'alliance municipale, mais pour les législatives, ce sera peut-être autre chose. On pourrait vous retrouver dans un de ces petits blocs qui sont en train de... on verra. Je pense que vu le type de scrutin, qui est le scrutin majoritaire à un tour, ça force un peu à l'entente, parce que comme je l'avais dit tout à l'heure, on n'a pas peut-être la capacité de gagner, mais on a la capacité de faire perdre. Donc lorsqu'il y a trop de partis, c'est l'éparpillement des voix, et ça ne profite effectivement qu'aux partis de l'establishment. Donc on a intérêt à s'entendre, à créer une dynamique. Pour gagner, ça peut prendre des formules différentes. L'alliance, c'est une formule, et ce n'est pas la seule, et c'est pas... Il y a d'autres possibilités. On fait œuvre de réflexion, de proposition en la matière. On peut, je l'ai indiqué, chacun y va de son côté, en soutenant d'une manière ou d'une autre l'autre. Alors, c'est peut-être pas la chose qui est conçue comme étant la plus dynamique dans le système mauricien, mais c'est des questions qui peuvent se poser. On verra au moment venu la stratégie qui sera abordée. Mais encore une fois, pour nous, l'essentiel, c'est quoi faire, c'est quoi le programme. Ce n'est pas simplement arriver au pouvoir pour continuer. Donc, une politique de rupture? Une politique, alors rupture, je ne sais pas ce que ça veut dire, et surtout que ça a été mal utilisé par Navin Ramgoolam dans le temps. Je ne veux pas reprendre cette formule. Nous, c'est des réformes. C'est pas continu, c'est coupé. C'est des réformes en profondeur. Mais il faut avoir une majorité confortable. Oui.
Un 60-0? Non, pas nécessairement. Je pense par 40-20, ça vous va? pour qu'on décide que le directeur de l'ICAC ne soit pas nommé par le Premier ministre, on n'a pas besoin d'une majorité constitutionnelle. On n'a pas besoin d'une majorité constitutionnelle pour ça. Et puis, la majorité constitutionnelle, il faut mettre les uns et les autres devant leurs responsabilités. Si demain, imaginons, on veut faire une réforme pour que le speaker soit désormais parmi les élus, choisi parmi les élus. Mais c'est déjà dans le texte. C'est déjà dans le texte. Il n'y a pas d'amendement. Il faut enlever otherwise. Mais seulement ça ne vous interdit pas de prendre votre numéro 2, le numéro 3, le numéro 5 de votre parti, d'être le speaker. Non, mais une constitution, c'est pour l'avenir. Oui. C'est un amendement. Il faut le faire. L'autre qui vient, il peut venir, il gagne l'élection, il n'a plus beaucoup de députés. Il dit, bon, j'ai besoin de mettre un tel comme speaker. Il remet vote, il passe un amendement constitutionnel, il rétablit la phrase. Non, là, vous avez la possibilité de mettre votre speaker, votre numéro 2, votre numéro 3, votre candidat battu. Non, ce que je suis en train de dire, c'est qu'une constitution, c'est un cadre. Et lorsqu'on fait une constitution, et c'est ce que je reproche à tous ceux qui ont fait les réformes constitutionnelles auparavant, c'est de ne pas avoir réfléchi et voir les choses au loin. Qu'est-ce que ça pourrait donner lorsqu'on a fait le président, lorsqu'on a fait le speaker non élu. Alors justement, c'est pour ça que je dis que, par exemple, on n'a pas de majorité, mais on veut revenir au système où le président de l'Assemblée nationale soit choisi obligatoirement parmi les élus. Il faut faire une réforme constitutionnelle, il faut mettre fin à ça. Alors si on n'a pas de majorité, par exemple, la question est théorique bien entendu, mais il faut mettre l'ensemble des élus devant leurs responsabilités. Parce que ça, c'est une réforme démocratique. Mais il n'y a rien à voter. Il n'y aura rien à voter. Si vous n'avez pas cette majorité pour changer cette loi-là, la loi vous permet de prendre un élu. Il n'y a pas besoin de se bagarrer là-dessus. C'est déjà permis. Il y a juste le otherwise. Le otherwise, il faut y mettre fin. Oui. Et c'est ça une réforme. C'est ça une constitution. Une constitution, on encadre. Je ne sais pas si on se rend compte de otherwise. Ça veut dire c'est n'importe qui. N'importe qui. Ah, mais c'est toujours le choix du Premier ministre. N'importe qui. C'est-à-dire il n'y a plus de cadre. Si une constitution, on prend une constitution qui est un cadre et on n'en fait plus un cadre, c'est plus une constitution. C'est la négation même de la constitution. Des réformes de cette nature, c'est une négation de la constitution. C'est pour ça que je dis, on a joué au Lego. On a donné, pardon pour l'expression, mais aux singes des rasoirs. C'est ça qu'on a fait. Lequel? Celui qui ne voit pas, qui n'entend pas. On fait pas. Je veux dire, une constitution, c'est un cadre. Lorsqu'on prend des termes, on adopte des termes comme ça, otherwise, il n'y a plus rien, il n'y a plus de cadre. Non, mais c'était fait dans un but à l'époque. Peut-être on a exagéré. C'est comme on achète une jolie voiture aujourd'hui. Vous serez d'accord avec moi. Dans 3 ans, elle est pourrie, c'était toujours la voiture du premier jour. Au niveau, vraiment, nous sommes presque à 1h30, on va terminer là-dessus. Les standing orders. Il y a des choses à faire au niveau du Parlement, parce que tous les mardis, je suis sûr que de Paris, vers grosso modo 8h30 ou 9h30, vous êtes en train de regarder. Ah non, je ne regarde pas, parce que, nous sommes des citoyens. Chacun a son activité professionnelle. Oui, mais vous pouvez avoir une petite. Je pense pas que quand vous levez, vous ne verrez pas. Non, mais ce que vous aimeriez savoir la PNQ et sur quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons d'autres occupations, nous tous. Chacun a son travail, son gagne-pain. Oui, le soir. Nous ne vivons le soir. Nous ne vivons pas de la politique. Ce n'est pas notre gagne-pain. Il y en a plein dans l'establishment. Ils vivent de la politique. Ils ne travaillent pas. C'est un métier. C'est un métier. Non, ce n'est pas un métier, la politique. La politique, c'est un engagement. Je n'entends pas vivre de la politique. D'ailleurs, à titre personnel, je pense que lorsqu'on devient président de la République, député, Premier ministre, on peut s'en passer, surtout pour le président de la République, s'en passer d'un salaire. Il est pris en charge, il a tout. Le président ne décide pas, n'a pas à aller cuisiner ou demander à quelqu'un de cuisiner pour lui. Tout ça est offert par l'État. Son voyage, la voiture, il peut le faire sans contrepartie. C'est ça, être patriote, je pense, dans l'âme. Pour les députés, il faut réduire considérablement le traitement. Pour le Premier ministre également, parce que tout est pris en charge par le Premier ministre. Le per diem, ça, il faut l'abolir
complètement. Voilà. On était sur les standing orders, Alors, les standing orders. Sur les voyages, sur les présidents. Standing orders. Restons à l'Assemblée, ne partons pas ici et là-bas. Alors, je vais vous dire ma réflexion. Les standing orders, on les a pris de la Grande-Bretagne. D'accord? Alors, dans le système politique britannique, il y a les Gentlemen's Agreement. Ce sont des gentilshommes, c'est les mœurs britanniques. Les gens, par exemple, là je vous parle, je ne suis pas d'accord avec vous, je ne vais pas sortir un couteau, vous l'enfoncez. Il y a comme un accord implicite entre nous, nous sommes des gens civilisés, je ne veux pas faire ça. Dans le système britannique, il y a plein d'accords comme ça, des règles non écrites. Sauf que nous ne les avons pas, nous, chez nous, ces règles-là. On ne les a pas. Il y a un standing. Justement, dans les standing orders, c'est quelques règles, quelques grandes règles. Après, dans la pratique, c'est autre chose. Je pense que les standing orders ne sont pas du tout adaptés au fonctionnement de notre Assemblée. Il faut revoir l'ensemble des règles, du règlement de notre Assemblée. Il faut faire un règlement intérieur de l'Assemblée, reposer les règles de manière plus démocratique. Vous savez, pour illustrer ce que je dis, dans le système britannique, c'est le Premier ministre qui décide quand le Parlement va siéger, quand le Parlement ne va pas siéger. Sauf qu'en général, le Premier ministre, il ne va pas abuser, comme on l'a fait en 2014. Le Premier ministre avait renvoyé le Parlement régulièrement. Je crois que le Parlement avait siégé à ce moment-là que 8 jours ou 12 jours, je ne sais plus. Mais en tout cas, sur une année, hein, très peu. Donc, dans le système anglais, il y a les règles pour ça. Les règles non écrites. On ne va pas en abuser. Nous, lorsque les règles ne sont pas très précises, on va en abuser. C'est pour ça qu'on doit poser les règles de manière beaucoup plus précise. Bien sûr, il faut encadrer l'activité, l'arbitrage du speaker. Il va falloir trouver une solution pour que l'arbitrage du speaker puisse être contrôlé par un juge en urgence, en référé, dans un délai d'1 jour ou 2. Les expulsions des députés, ça doit être contrôlé très rapidement par un juge. Je veux dire, on a la vidéo, on sait ce qui s'est passé, il n'y a pas un besoin de production de preuves dans ce schéma-là. Un juge peut statuer dans les 24 heures, dans les 48 heures, c'est des choses tout à fait possibles. Mais il faudra que, dans un cas positif, que l'Assemblée resiège pour passer la motion de suspension. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une échauffourée, le speaker se met debout, order you out, I name you. Quand il name, le speaker fait une déclaration que suite à ça, un machin, standing order, tel machin, ça, c'est le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4 qui vont venir avec une motion de suspension. Et ça vite, et la personne est suspendue selon le bon vouloir de la personne qui a présenté la motion. On a eu un cas indéfiniment, mais après le Premier ministre est venu. Je dis bien que justement, il faut une réforme des standing orders permettant, de la Constitution aussi, permettant à un juge de pouvoir annuler. Parce que en la matière, c'est une question de fait majoritaire. Le gouvernement, la majorité, ils ont la majorité par définition. Si le Premier ministre demande la suspension d'un député pour, disons, 1 an et que c'est voté et que c'est manifestement disproportionné, il faudrait que ce soit annulé par un juge. C'est ça que nous demandons et c'est ça que nous ferons. On veut de l'équité, on veut qu'il y ait plus de démocratie et bien entendu, il va falloir qu'il y ait une autorité éventuellement supérieure parce que si on laisse le pouvoir au seul fait majoritaire entre les mains de ceux qui ont la majorité, ils peuvent en abuser comme ils l'entendent. Une limite, c'est-à-dire, on ne va pas prendre le cas de Béranger, Rajesh Bhagwan, on va terminer là-dessus indéfiniment jusqu'à qu'il présente des excuses. Après, non, on veut pas je reviens ça. un peu sur ce cas-là, je veux dire, bon, telle faute, c'est comme dans la loi, hein, telle faute 2, telle faute 4. Il faut une proportion dans la sanction. Et d'ailleurs, voir d'abord si la sanction est méritée et justifiée et que une suspension est nécessaire. Il y a l'autre question, c'est l'expulsion du leader de l'opposition, qui est lui une institution en soi. Il reste toujours un député, hein, il peut enfreindre au standing order. Oui, hein. mais attendez,
qui est un organe constitutionnel et qui n'a pas de suppléant. Il n'y a pas de député leader de l'opposition. C'est-à-dire qu'on expulse le leader de l'opposition, c'est le leader de l'opposition qui est privé de ses droits constitutionnels, de l'exercice de ses droits constitutionnels. Alors ça pose un programme énorme dans notre situation actuelle. Pourquoi? Parce que vous avez un non-élu, quelqu'un qui n'est pas démocratiquement choisi par le peuple, qui va, d'une manière ou d'une autre, ça lui revient, qui va désigner. Ensuite, c'est le fait majoritaire, mais expulser comme ça, déjà, lorsqu'il hold out, c'est lui seul. Donc quelqu'un qui n'est pas élu, qui va expulser un élu, celui qui représente l'opposition, je veux dire, c'est la négation de la démocratie, tout ça. Et ça, ceux qui ont fait la réforme, Paul Béranger et Navin Ramgoolam, avec leurs députés de l'époque, malheureusement, ils ont joué... Il y a aussi MSM aussi, n'oubliez pas. Hein. Oui, bien entendu. Ben, moi, le MSM... Le PMSD aussi, il faut mettre dedans. Il ne faut pas donner des noms. Après, on va dire, oui, vous êtes en train de négocier à droite et à gauche aussi. Non. Pourquoi je pointe le MMM? Parce qu'il se revendique comme étant propre, comme ceux qui sont garants, qui sont en lutte contre la corruption. Et quand je vois ce qu'ils ont fait, comment ils ont pourri. Mais les autres aussi s'en servent. Hein. Les autres s'en servent. Les autres, ils sont pourris. Ils sont réputés pour ça. La toute dernière, vraiment. Sans tabou. Sans tabou. On va ajourner pour déjeuner, comme on dit au Parlement. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour les 10 prochaines années du ACP? Alors, l'appellation du ACP, c'est Ralliement citoyen pour la patrie. D'ailleurs, on voit aujourd'hui le thème patrie, comment c'est nécessaire. Peut-être lorsque nous l'avons dit il y a 10 ans de cela, on a voulu d'ailleurs se démarquer. Parce que les partis à l'époque, c'était... mouvement à droite... mouvement citoyen, militants socialistes, etc. Nous, c'était autre chose. Mais reconnaissons que on avait un sentiment que les choses allaient très mal. Et je crois qu'on a eu raison. Aujourd'hui, la patrie, être patriotique, défendre le pays est très nécessaire. L'engagement des citoyens, nous l'avons posé. Et aujourd'hui, on voit effectivement le mouvement les uns les autres. On a créé une dynamique, je pense, à ce niveau-là. Alors, le ACP en tant que parti, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la patrie. C'est l'intérêt de la nation, c'est l'intérêt des citoyens. C'est pour ça qu'on se bat. Le ACP, ce n'est qu'un parti, finalement. Mais le plus important, c'est l'intérêt de la nation, l'intérêt des citoyens, qu'ils soient eux-mêmes conscients de leurs intérêts, parce que souvent, on a l'impression qu'ils ne le sont pas. Pavel Zdouki, bon anniversaire. Merci beaucoup. Merci.